Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique. Et aujourd'hui, nous nous approchons un petit peu plus de la fin de ce cycle Disney en revenant sur un des derniers films, mais l'avant-dernier film en fait, La Princesse et la Grenouille, un film sorti en 2009 de Ron Clements et John Musker. C'est une histoire écrite par les deux réalisateurs. Un film au budget conséquent, 105 millions de dollars, il en a rapporté 275 et il a eu aussi généralement de bonnes critiques. Il dure 1h37 et qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Eh bien en gros c'est un prince dans un corps de grenouille qui pour déjouer le maléfice embrasse une femme qu'il croyait princesse. Mais ça n'a pas l'effet escompté et nos deux petites grenouilles vont se balader dans le bayou d'une Nouvelle-Orléans aux prises avec un esprit malfaisant. Ah là 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 là, on y est presque, c'est pas formidable ça ? Ah, ça fait vraiment très plaisir d'avancer encore un tout petit peu vers la fin. Alors c'est un film qui est important dans l'histoire du studio, mais peut-être pas comme vous le croyez. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais je vais quand même vous dire les choses comme elles sont. Alors avec ce film, Disney revient sur sa décision de ne plus réaliser des films en 2 dimensions. Je vous renvoie aux 2 dernières critiques, La ferme se rebelle et Frères des ours. Alors que tous ces longs métrages ont été quand même source de leur succès. Disney est connu mondialement grâce à ces films en 2 dimensions. Alors presque pour cette dernière, eh bien, ils ont fait appel à un duo de réalisateurs très connus, très appréciés. John Musker et Ron Clements, les réalisateurs quand même de La Petite Sirène et de Aladdin. Ne serait-ce que ça envoie déjà du lourd. C'est une histoire, à ce que j'ai lu, qui est un mélange entre The Frog Princess de Baker, quelqu'un qui s'appelle Baker, et The Frog Prince des frères Grimm. Alors c'est un mix, semble-t-il, hein, mais de toute façon avec Disney nous sommes habitués, n'est-ce pas ? C'est une mise en abîme sur un conte. Dès le début on nous montre déjà des enfants, 2 petits bambins, 2 petites filles qui écoutent un adulte leur raconter une histoire. On représente ainsi le spectateur. Mais on est loin des contes de fées arriérés, le film ne nous prend pas pour des cons. C'est ce que dit le père pour sa petite fille. Si tu fais ton vœu à l'étoile du berger, elle ne réalisera que la moitié. Tu devras travailler pour accomplir l'autre moitié. C'est tout à fait ça. C'est un conte de fées, je pense rafraîchi, un peu plus contemporain. Un petit peu dérangé aussi, il est très très bizarre ce film. Je le trouve qu'il n'est pas... Il ne me semble pas classique parce qu'il est trop contemporain. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est vrai, en même temps, il faut voir la chose en face. Du 2D, on n'en a plus. En tout cas, avec ce budget-là, et sortant bien sûr d'une industrie qui est complètement maintenant tournée vers le virtuel. Je pense que son étrangeté découle aussi d'un contexte pas réaliste, mais des choses que nous pouvons retrouver dans notre société, dans notre histoire. Le royaume dans lequel va être ce conte, eh bien, c'est une ville que nous connaissons, c'est une ville moderne, une ville qui existe, la Nouvelle-Orléans. Alors, pourquoi la Nouvelle-Orléans ? Eh bien, tout simplement parce que c'était, à ce que j'ai lu, la ville favorite de Lasseter, qui, je vous le rappelle, je crois en 2007, a été complètement rattaché, je parle de Pixar là, à Disney, via un énorme chèque, et John Lasseter, qui dirigeait, si je me trompe pas, parce que ça fait longtemps que j'ai écrit la critique, oui, qui dirigeait Pixar, eh bien il a siégé au conseil d'administration. C'était un petit peu l'obligation après le rachat. Et donc c'était sa ville favorite. Je sais pas, je pense pas qu'il était né dans cette ville, mais il a dû séjourner pas mal de temps là-bas. Et donc les réalisateurs sont partis en Louisiane pour faire un petit tourisme, comme ils le font souvent, vous savez. Les réalisateurs, l'équipe se déplace dans les lieux pour sentir une ambiance, dessiner des croquis. Ici, c'était pour écrire le scénario. Avec un prince playboy qui se laisse aller. Et après une variation de la marraine la fée en présence de Mama Howdy. Tous les éléments du conte, mais complètement transformés, ancrés dans la réalité du film. Ce ne sont pas des personnages qui apparaissent par magie. Le film est, je pense, aussi très étrange parce qu'il comporte de très
très nombreux clins d'œil aux différentes productions de Walt Disney, du début jusqu'à la fin. Par exemple, Laurence, le majordome donc du prince Playboy, le prince Naveen, se retrouve la tête coincée dans un tuba, un petit peu comme le fou, le second, le petit personnage là qu'on a à côté de Gaston dans La Belle et la Bête. On a comment il s'appelle le mec, le méchant, je crois le docteur Facilier ou un truc comme ça qui demande à justement encore ce petit majordome s'il a une conscience, et c'est directement une référence à Jiminy Cricket. On a des références à Pirates des Caraïbes. On a l'allusion justement, comme je disais, à l'étoile du berger, Pinocchio, donc la bonne étoile. On a des références à la petite sirène, à Tarzan, à Aladdin, Blanche-Neige, le livre de la jungle, Bernard et Bianca, Cendrillon, on en a partout. C'est incroyable. Et je pense que c'est en cela que le film revêt une dimension finale. C'est le bilan esthétique et c'est le bilan thématique. Tout, mais tout y passe, on a tout dans ce film. Mais ce n'est pas épique. Ce n'est pas la grande histoire épique, comme on pouvait avoir avec le bossu Notre-Dame ou le Roi Lion. Non, ici nous sommes dans une petite histoire. Avec, encore une fois, ça c'est tellement classique, un maléfice qui structure le récit, qui structure le film, à la manière de la petite sirène. C'est un scénario dont le but est le détournement. On détourne tous les codes de Disney, on les change un petit peu, voilà. L'originalité réside essentiellement dans le fait que le prince se fait embrasser par une princesse mais n'obtient pas du tout l'effet escompté. Il en résulte une histoire un peu folle et on peut perdre pied en fait. Et ça, c'est très déroutant. On sait pas trop où le film va aller parce qu'on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Et c'est un petit peu ce qu'il y a. On a un moment, Louis, un crocodile qui se prend pour un super trompettiste, bon, qui fait quand même bien de la trompette, mais qui les mène dans une mauvaise direction. Et après, ils font le chemin inverse. Alors, tu te dis pourquoi, en fait, on a eu toute cette séquence avec le crocodile qui sert à rien parce que ça les fait pas avancer. Et on a une fin Deus Ex Machina, mais tout d'un coup, pouf, voilà, c'est terminé. Ok, d'accord. Merci, c'est gentil. Là, ça va très très vite. Encore une fois, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui quand on fait des scénarios, c'est qu'on va très très vite. Et que les caractérisations des personnages ne sont pas bien placées, donc on prend du temps pour créer un peu la psychologie des personnages, des animaux, et du coup ça fait pas avancer le récit. Et tout d'un coup on doit faire des gros boosts, surtout avec des trucs qui sont complètement, déconnectés. Par exemple, à un moment on a des personnages, des chasseurs de grenouilles ou je sais plus trop quoi, et ils viennent chercher des noix à nos héros et on les revoit plus ces mecs là. Ces espèces de machins complètement déconnectés qui servent à rien, sûrement pour nous montrer que regardez dans le bayou il y a aussi de mauvaises personnes et des ploucs, hein. Dans le bayou il y a des ploucs, hein, la campagne. Non mais qu'est-ce que c'est que cette connerie aussi. Moi je trouve que c'est exactement comme dans Bernard et Bianca. Et encore là je vais vous parler d'un autre truc après, mais on représente la campagne et les trucs de bayou un petit peu végétal, un petit peu sauvage, vraiment comme des gros méga ploucs. Et je trouve ça tellement injuste. C'est pas leur faute, enfin ils le font comme ça parce qu'ils ont le réflexe, mais je trouve que c'est un peu insultant quoi. On pourrait me montrer un chasseur juste normal, et pas l'espèce de méga demeuré. Enfin, après là c'est Disney, c'est pour les petits, oui bien sûr. Mais par exemple, je trouvais que, comment ils s'appellent, Horace et Jasper, ils étaient même plus intelligents que ceux-là quoi. Non mais c'est incroyable. Ça, oui, c'est vrai qu'Horace et Jasper, donc dans les Sons dalmatiens, ils étaient plus intéressants que ceux-là. Les méchants deviennent de plus en plus idiots, j'ai l'impression. C'est triste de voir ça. Et deviennent aussi ont des fonctions méga comiques pour faire baisser toute la tension. Enfin bon, il n'y a aucune prise de risque au niveau histoire dans ce film. Mais le souci principal, c'est que le film manque d'originalité flagrante en fait, parce qu'il ne fait que citer des choses qui ont été faites avant. Les personnages sont assez peu attachants, comparés à d'autres titres, peut-être parce qu'ils sont trop inspirés des récits précédents. Il n'y a pas de surprise, je parle pas de twist. En fait, on se souvient de ce film parce que c'est le dernier grand projet de dessin. Et c'est vrai que dans les critiques, je les ai souvent retrouvés ces arguments-là, c'est le dernier grand projet. L'animation Disney a été, durant toutes les années 2000, dans une très mauvaise passe. Et les gens portent en triomphe ce film parce qu'il est propre. Voilà. Alors qu'il n'est pas forcément bien. Faut prendre du recul par rapport à cette réalité-là. Mais après, ça reste une très agréable histoire d'amour entre grenouilles. Hein. Je pense que j'ai eu du mal à avoir un peu d'engouement pour eux, parce que l'histoire d'amour se déroule quand ils sont transformés. Deux grenouilles qui s'aiment, c'est un petit peu difficile, donc on les rend humains les plus possible, mais j'ai quand même eu un petit peu de mal.
ce n'est pas la romance romanesque. Je crois que c'est ça en fait. Là, je viens de... C'était pas forcément dans mes notes, mais c'est vrai que je pense que c'est ça en fait. Ce n'est pas romanesque, c'est moderne. Et ça, je l'apprécie beaucoup moins. J'y suis moins sensible. Alors dites-moi, si je me trompe, pas forcément me tromper, mais si vous avez ressenti l'histoire d'amour, quoi, l'amour, hein, de Pocahontas, quoi, ça c'est de l'amour, ça c'est tu le sens, voilà, ça prend. Là, c'est de la blague, c'est du buddy movie, quoi. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Au début, ils s'aiment pas, ils se cherchent, ils se provoquent, hein, voilà, et après, amour. Non. Là, c'est vrai que c'est une autre façon, en fait, de concevoir le rapport amoureux, mais je trouve que après, ils pouvaient pas savoir que ce serait vraiment le tout dernier projet, mais ce n'est pas une histoire d'amour que j'aurais souhaité comme dernier projet de Disney, quoi. Pour moi, ça peut être aussi une opposition, hein, je veux dire, La Belle et la Bête, il y a une opposition entre les deux personnages, jusqu'à ce que ça devienne de l'amour. Mais là, encore une fois, c'est trop comique. L'amour devient comique. Ah, mais ça, ça c'est tout le problème, on joue la carte de l'humour à fond, du fantastique, du conte de fées, au graphisme sophistiqué, et au final, le film il trouve pas son ton. Et sacrifie à cette profusion de couleurs et d'humour la teneur du récit. On va dans les bons sentiments, ça c'est tout à fait normal par contre, c'est Disney, il faut pas l'oublier, c'est généralement assez inoffensif, mais la gravité a disparu, je trouve. Et ça, c'est dommage. C'est un film qui joue sur la mémoire des nostalgiques, mais qui ont grandi. On est moins attiré par ces histoires. Il se destine alors aux enfants actuels ou aux enfants des années 90 qui ont grandi. C'est vraiment une question que je me pose, parce que me concernant, ça ne marche pas pour moi. Hein. Ce film-là, il n'a pas du tout marché. Alors bien sûr, tu te dis, ah mais ça c'est le plan comme dans Peter Pan, ah ça c'est si, mais après l'histoire tu t'en fous en fait. Et ça c'est un problème aussi. Moi, ce film, je le considère pas comme un classique du studio, hein. Alors que ça devrait en théorie être un petit peu quand même un classique, mais non, c'est une espèce de farce qui se veut être le final de Disney. Ah non, mais c'est une farce, franchement c'est une farce ce film. Il y a que du gag partout. Et les moments dramatiques, c'est complètement con. Non mais je reviendrai après, surtout un personnage que je n'aime pas du tout, hein. Vous pouvez, je pense, vous en douter. Il y a quand même des points positifs. Le Disney du XXIe siècle se doit d'être en phase avec son temps, pour tenter de séduire aussi un peu les plus grands. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un personnage ancré dans son temps. Comme bien des Américains de la classe populaire, eh bien Tiana cumule 2 emplois sans sortir vraiment la tête de l'eau. Elle doit bosser le jour, la nuit, pour arriver à toucher du doigt son rêve qui est celui de son défunt père, l'ouverture d'un super restaurant. Alors, de l'autre côté, nous avons un prince grenouille, fauché, léger et coureur de jupons, c'est sexy tout ça, qui fait irruption dans sa vie, et ce n'est pas le grand amour, hein, c'est un peu la lutte des classes, et on le sent des fois, c'est comme ça, le mec il fout rien, il sait pas quoi faire, et elle fait tout quoi. Ah oui, il y a un peu de lutte des classes, mais c'est la lutte des classes pour les petits, ça va pas très très loin, on souhaiterait aller encore davantage dans l'opposition de classe, mais non. Alors, le co-scénariste, qui s'appelle Rob Edwards, disait que le film était un film de princesse pour ceux qui n'aiment pas les films de princesse. Mais bien sûr, Disney reste conservateur. Pensez pas un seul instant que c'est oh là là, il va y avoir des chamboulements. Non, Tiana l'indépendante épouse Naveen, le gentil niais, et on en revient exactement au même schéma de fin. C'est pas un mal d'épouser les niais. Pocahontas court-circuite un petit peu le happy ending. Et c'est ça qui est complètement déchirant dans ce film. Mais celui-là est vraiment très classique. On reprend aussi les transformations, c'est très très récurrent chez Disney, avec la transformation de fin qui est beaucoup plus scintillante. C'est vraiment le grand thème de Disney, la transformation. Physique, bien entendu aussi psychologique, avec des sous-entendus sexuel, mesdames et messieurs, mais pas tellement ici, malheureusement, j'en suis bien déçu. Comme souvent, la princesse et la grenouille fait l'éloge de certaines valeurs, en faisant passer de nombreux messages bien comme il faut, puritains, conservateurs.
la force de l'amour et de l'amitié, la valeur du travail, ce qui est une bonne valeur, la valeur du travail, parce que je trouve que ça se perd en ce moment. Et le respect de la famille, son importance, comme dans Mulan, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Pensez pas que la Mulan, elle est super indépendante et féministe et tout ça. Non, 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 non. À la fin, elle revient, elle s'agenouillait devant son père. Hein. Mais voilà, ce sont des messages qui ne sont pas pour autant amenés de manière trop forte. Ils ne sont absolument pas gênants dans le film. Mais ce sont des thèmes qui traversent Disney constamment. Et c'est tout à fait normal qu'on les retrouve encore ici. Tout cela est bien convenu, au point qu'elle ne crée plus aujourd'hui l'événement. Alors bien sûr, quand je parle de dernières œuvres, je parle d'œuvres en 2D. La 3D, c'est encore autre chose. Le film n'a pas été repris de mémoire dans la presse qui, si elle a salué les qualités, n'insiste pas plus que ça sur l'intérêt d'y emmener les enfants. Et je pense que c'est pour ça que ce film n'a pas eu beaucoup d'argent en caisse. C'est vrai, pour un dernier Disney, là, un peu plus de 250, c'est pas beaucoup. Hein. On parle en millions, c'est quand même énorme, bien sûr, mais vous savez, c'est pas des masses. Hein. Les gens sont passés à la 3D, j'ai envie de dire. Mais après, j'avais l'impression que le film se dégradait, que son intérêt se dégradait au fur et à mesure que je le voyais. Donc moi, je peux comprendre que ça puisse refroidir. Et peut-être que le film a eu plus de chance par la suite en Blu-ray, en DVD. Moi, je le souhaite quand même, parce que c'est le dernier Disney, quoi. C'est un film qui est complètement dans la tradition. Oui, non, enfin, en même temps, c'est vraiment un film traditionnel, en fait. Il y a un ou deux aspects qui sont vraiment pas communs du tout. C'est au niveau des personnages. C'est un film sur les relations humaines. Clairement, je veux dire, c'est un buddy movie. Les buddy movies, c'est sur la relation humaine. Les personnages sont caricaturaux, mais marchent très très bien. Le père de la fille blonde qui est très gentil, et la mère de notre héroïne qui est présente au début, parce que ça c'est formidable. Je trouve que c'est bien, parce qu'à chaque fois on les voit, ils meurent, ou ils sont absents, ou voilà, et les enfants ils sont tout seuls. Eh bien là non, parce que la fille, elle a encore sa mère qui la soutient. Et moi ça m'a fait super plaisir de voir, et même jusqu'à la fin du film. Ça, c'est formidable. Parce qu'on pourrait s'attendre à ce que tout d'un coup elle meure au milieu du film parce qu'elle est trop vieille et tout ça. Mais non, elle est jusqu'à la fin. Et ça c'est super. Et moi je croyais qu'à un moment, il y a une chanson dans laquelle on a Tiana, si je me trompe pas, qui est voilà en train d'ouvrir son restaurant, c'est-à-dire le futur lieu du restaurant. Tout est en poussière, avec des toiles d'araignée, tout ça. Et elle emmène sa mère dans cette taudis, quoi. Et commence à chanter et tout ça. Et je croyais que sa mère était une illusion. Franchement, je croyais que c'était une illusion, mais non, c'est une vraie mère. Elle existe. Je trouve ça super. Je trouve ça super pour Disney de nous dire les parents sont présents. Parce que franchement, dans les années 50, les parents, ça craignait quoi. Franchement, ils étaient tous dans les mauvaises postures, où ils étaient carrément absents, où ils mouraient. C'était horrible. Non, mais c'est vrai. Là, je sais pas moi, je vais prendre n'importe quoi. Je peux prendre Cendrillon, hein, la pauvre Cendrillon. Elle a plus ses parents, elle a plus son père qui l'aimait tellement, qui est mort et après elle est avec une mégère. Hein. Et dans La Belle au bois dormant, les parents ce sont des cons qui après dorment comme des débiles. Alors elle est toute seule avec des fées qui sont des soi-disant tantes. Ah, si ça c'est pas, hein, c'est de l'espèce d'enfant adopté. Enfin ça craint quoi. Moi je trouve ça craint tellement. Et encore, hein, tant qu'on y est, Pinocchio qui est parti de chez lui après qu'il veut essayer de retrouver son père parce qu'il a disparu. En termes de choses glauques, hein, où on peut reprendre Dumbo. Hein. Dumbo aussi, c'est cruel ce qui se passe. Bien sûr, il retrouve sa mère à la fin. Bon, déjà, le père, il est pas là, hein, et d'une. Mais en plus, la mère, elle est enchaînée dans une prison. Alors là, enfin, tu te dis, les parents, ils sont là du début à la fin. Et s'il y a un problème, les enfants, ils peuvent aller les voir. Et ça, c'est rassurant. On a aussi un autre personnage, on a un crocodile. Alors le crocodile, Louis le crocodile, comme je vous disais un petit peu avant, c'est un crocodile qui fait de la trompette. Oh, c'est un crocodile qui est quand même un petit peu marrant. Il fait partie des personnages secondaires drôles, avec la luciole aussi, une autre luciole, je vous en parle juste après. Mais ce crocodile, c'est peut-être le plus intéressant. En même temps, c'est très très bien qu'ils animent un crocodile, parce que je me rappelle, ils avaient refait les images
pour, je crois, la version Blu-ray, je suis pas sûr que ce soit sur le DVD, mais sur la version Blu-ray du Roi Lion, ils avaient refait une image quand on a Je voudrais être roi, la chanson de Simba. On a un moment des crocodiles qui ouvrent leur gueule. Bien cette image-là, on a une première version dans la VHS et dans la version, on va dire Blu-ray, il y avait une nouvelle image des crocodiles. Donc je pense que les gens du studio n'étaient pas très habiles quant à dessiner des crocodiles. Et donc là, ils ont fait un super crocodile qui s'anime magnifiquement bien. Il y a des trucs très drôles. Parce qu'à un moment, il y a un truc énorme. Il est dans le bayou et il voit un bateau passer où il y a de la musique. Et donc lui, il sort comme ça, il rentre dans le bateau avec sa trompette. Et voilà, il y a tout le monde qui regarde le crocodile. Et tout d'un coup, t'as un plan d'ensemble où on le voit rebasculer dans la flotte et les mecs qui sont en train de lui tirer dessus au fusil. Ça, c'est énorme. Ça, c'est super. Et le crocodile musicien m'a beaucoup rappelé son espèce de cousin dans le film de Don Bluth qui est Charlie, là. Le film sur le chien mendiant, là, qui recueille une petite fille. C'est un super film, Charlie. De toute façon, tous les films de Don Bluth, à une ou deux exceptions, sont vraiment des films formidables à voir. Il y a un lien, je pense, Don Bluth a dû peut-être influencer, parce que les deux, ils adorent pousser la chansonnette également. Mais celui de Don Bluth est beaucoup plus agressif et beaucoup plus menaçant, je trouve, que celui-ci, qui est très vite dédramatisé. Et nous avons un autre personnage. C'est Raymond la Luciole, dit le pecno sympathique. Encore une fois, à caricaturer les gens du Bayou, c'est un petit peu moyen. On s'en sort pas depuis Bernard et Bianca, ça c'est terrible. Moi ça me gêne. Avec les mecs là qui parlent mal et qui est con comme un balai. Là, oh là 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 là, avec un gros accent. C'est chiant, j'aime pas ça, j'aime pas cette caractérisation à ce point-là. Alors, le crocodile est aussi dans le bayou, mais lui, il est à peu près normal. Bah voilà, ça c'est bien. Moi, j'ai pas eu trop de problèmes avec Louis, hein. Alors pourquoi on pourrait pas faire une même caractérisation pour l'autre ? Non, parce que ça ferait redondant, alors on fait un mec encore plus débile. En plus, c'est pour ça que, à la fin, moi je m'en fous de vous spoiler, hein. De toute façon, spoiler, hein, franchement, faut arrêter de déconner, hein. À la fin, Raymond, il meurt. Il meurt comme une merde, d'ailleurs. Je m'en fous de ce mec. C'est une caricature vivante. Et si tout d'un coup, moi j'avais des gens, je connaissais des gens, par exemple, peut-être si j'avais de la famille, bon j'ai de la famille en campagne, hein, mais si j'avais de la famille dans des lieux comme ça, mais moi je me sentirais insulté d'avoir un personnage comme ça, là, qui... Enfin, je veux pas vous faire l'accent, je sais pas le faire, mais c'est ridicule. Alors moi, quand il est mort, je me suis dit, bien fait pour ta gueule. Allez, va rejoindre ta fée Clochette, là, dans les étoiles. Non, mais franchement, moi, ça m'énerve, ces personnages. Ça m'énerve. Alors là, c'est une petite tribune, là, comme un vieux pépé, mais non, j'aime pas du tout ces personnages-là, cette espèce de caricature de merde. Ça c'est vraiment, c'est totalement détestable. Ça, je n'aime pas Disney pour cette dimension-là. L'ultra caractérisation suivant presque le lieu dans lequel il se trouve. Imaginez seulement si dans Mulan t'avais des Chinois méga caricaturaux qui parlaient enfin mais bon, moi ça me fait pas plaisir du tout, hein. Ce genre de caractérisation, et surtout à la voix bien entendu, moi ça me fait pas du tout plaisir. Et je pense que la VF n'a pas du tout arrangé l'affaire. Voilà. Mama Odie pour le coup est peut-être plus intéressante parce qu'elle est un peu insaisissable quoi. Elle est excentrique. C'était une sorcière vaudou du bayou. C'est vraiment l'idée de Marraine la Fée, mais modifiée avec un petit serpent à côté qui a l'air très sympathique, mais qu'elle malmène comme il faut, hein. Voilà, moi je trouve que c'est une super idée. Et avec une chanson qui est peut-être la meilleure chanson du film, je trouve. Non. C'est un paradoxe parce que moi la seule musique dont je me souviens c'est celle du Pecno là, c'est de Raymond là, à travers le bayou. Je vais pas vous la chanter, hein. Mais je sais pas parce que c'était presque pendant 10 minutes on entend tout le temps à travers le bayou, mais t'en peux plus quoi, donc moi je m'en souviens, c'est la seule dont je me souviens, c'est quand même un problème ça. Non mais voilà, franchement celle de Mama Odie je crois qu'elle est vraiment pas mal et surtout elle est très très colorée. De mémoire je crois qu'elle est très colorée, elle est très lumineuse aussi. Et je crois que là après avoir dégommé quelques personnages, il est nécessaire de parler de l'attraction du film. L'un des grands intérêts du film, c'est que ce film met en scène pour la première fois de son histoire une héroïne princesse afro-américaine. Alors une héroïne afro-américaine, l'effet Obama est-il passé par là ? Est-ce qu'elle a convaincu ? Moi je voudrais bien, mais elle est une grenouille pendant les 3/4 du film aussi, il faut pas oublier cette perspective. En regardant le film, j'avais eu cette impression qu'il savait
qu'il détenait un nouveau concept de princesse en main, quelque chose de très intéressant, mais il savait pas du tout comment l'intégrer et faire quelque chose qui ait un peu de classe, parce qu'il y a eu des petits problèmes, et bien sûr des problèmes qui ont soulevé également des polémiques, bien sûr les critiques n'en loupent pas une, par exemple le prénom de la princesse. À ce que j'ai lu, ça a causé des petits problèmes, parce que les studios l'avaient d'abord nommé Maddie. Donc c'était le premier nom qu'ils avaient donné à la princesse, qui était proche de Mamie, considéré comme offensant pour les Afro-Américains. Le nom a été ensuite modifié en Tiana. Après le nom, c'est plus la fonction sociale qui a été attaquée, parce que elle est plus dépeinte comme une femme de chambre travaillant pour une riche aristocrate gâtée blanche du sud des États-Unis, que dépeinte en autre chose. Donc ça pose aussi des petits problèmes. Bon, bien sûr, on montre qu'elle a un rêve et qu'elle est indépendante, mais c'est aussi quelqu'un qui doit tenir un boulot juste incroyable, et pour des gens qui ne sont pas corrects. Donc c'est quelqu'un qui est écrasé par le travail, et c'est aussi très très dur pour un personnage qui se veut quand même un petit peu innovant dans la galerie des figures de Disney. Après, travailler pour un rêve, c'est très très bien. Ce n'est pas une femme qui attend passivement que son rêve déboule devant elle, mais ce n'est en aucun cas une princesse. On la nomme une princesse parce qu'à un moment il y a quelque chose qui l'a fait devenir une princesse un bref instant aux yeux du prince, mais elle a juste la chance d'être l'amie d'une riche héritière blanche, c'est tout. Et puis ce n'est pas la princesse et la grenouille. Voilà, c'est la petite blague, hein. Mais c'est pas la princesse et la grenouille, c'est la princesse et la grenouille. Elle est opposée, enfin pas vraiment opposée, mais l'opposant principal de cette histoire, c'est un méchant qui s'appelle Docteur Facilier ou Facilité, enfin un nom je vous dis pas. Moi je n'étais pas trop séduit par ce personnage, alors ça fait partie, encore une fois, quand je parle de galerie de personnages, des personnages fins, très grands, très fins, comme Jafar, comme Frollo, une faiblesse physique qui est compensée par des pouvoirs magiques, comparé à d'autres personnages qui sont des brutes épaisses, des méchants physiques, comme dans Mulan ou comme dans Basile, détective privé. Avec un style un peu burtonien, je trouve, ce personnage. Après, les pouvoirs magiques, ça c'est toujours bien pour Disney, parce que ça leur permet de faire plein d'expérimentations, de très beaux moments visuels dans le film, la chanson, bien entendu. Alors, chose qui m'a pas choqué, bien entendu, la musique du méchant. S'il y a un plan, c'est les derniers plans de la chanson. On le voit en espèce de négatif, un truc super chelou avec le masque comme ça qui bouge. Ça devient complètement psychédélique. Ça, ce plan-là, il est un petit peu choquant vaguement. Mais bien sûr, ça, je peux pas imaginer comment j'aurais reçu le film si j'étais petit. Donc ça, c'est toujours une hypothèse. Mais je trouve que ça va trop vite, ça bouge trop en fait pour créer une ambiance qui peut être angoissante. Après, ceux qui étaient petits et qui ont vu ce film, n'hésitez pas à me faire part de vos expériences concernant ce méchant. Vous a-t-il terrifié? À quel moment du film il vous a terrifié? Ça m'intéresserait d'avoir un peu votre retour, parce que moi je peux vous parler de psychose liée à des films de Disney, à des moments précis, des fois à un seul plan, et quand vous avez vu certaines de mes critiques, je vous en parle. Là, je vous renvoie par exemple à Alice au Pays des Merveilles. Moi j'en parle de ces moments traumatisants. Peut-être que vous avez eu un moment traumatisant avec celui-là, donc n'hésitez pas à me le dire, hein. Ou si vous avez des enfants et que votre petit bambin ou votre bambine elle a peur pendant un moment du film, n'hésitez pas à le dire. C'est toujours intéressant aussi de partager les peurs. Qu'est-ce qui fait qu'on a eu peur à ce moment-là? Parce que c'est qu'une affaire de mise en scène, c'est pas la magie, il n'y a pas de magie dans le cinéma. C'est que de la technique extrêmement bien ficelée. Et quand c'est bien ficelé, tu pleures systématiquement ou tu as peur systématiquement. C'est que de la technique. Mise en scène, couleur, lumière, tout, mais tout doit être réuni, parfaitement dosé pour créer des chocs. Bien sûr, tout cela lié à une expérience du spectateur, son expérience, son éducation, sa sensibilité, ses goûts de couleur, ses goûts sexuels, ses goûts
dans n'importe quoi, et tout ça se rencontre dans un grand clash, parce que le film c'est le clash. Je sais pas combien de temps elle va durer cette critique, parce que j'arrête pas de faire des apartés, mais oui, mais c'est vrai que quand on va au cinéma, c'est aussi pour se confronter aux images et au son, et tout ça lié à notre intérieur, à notre perception, notre intellect, notre expérience à nous. Eh bien, ça crée après des émotions qui varient en fonction des individus. Le film est là pour avoir, on va dire, une base d'émotions précise à certains moments, mais après, il va rencontrer le spectateur, et le spectateur va peut-être réagir à d'autres moments. Et ça, c'est assez formidable, je trouve. Ce film nous l'expérimente, je pense, assez bien avec certains personnages. C'est pour ça qu'il y a plusieurs moments comiques, il y a plusieurs personnages qui véhiculent le rire. C'est pour presque doubler les chances de faire rire un public qui est peut-être plus réticent. Par exemple, moi, j'étais super réticent avec Raymond, mais j'ai bien aimé Louis. Voilà, tout simplement. Il joue sur plusieurs cartes, donc ils essayent aussi d'effrayer de différentes façons. Moi, j'ai pas été choqué vraiment quand je l'ai vu par la musique ou par les trucs de vaudou. Je comprends à peine les motivations du méchant. Oui, c'est dominer le monde, oui, dominer la Louisiane. Le mec, il voit un peu petit, mais bon. Je me suis dit, ouais, bon. Non, mais après, on est chez Disney. On devrait pas aller chercher des trucs très très compliqués. C'est très très simple, voilà. Mais bon, vous êtes bien douté que moi, les personnages, bon, ça m'intéressait pas beaucoup. J'ai passé un peu trop de temps là-dessus. Surtout, franchement, cette critique, je crois qu'elle va durer très 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 longtemps. Donc, on va passer tout de suite à une partie qui est beaucoup plus amusante. Oh là là, c'est excitant. Non, mais c'est excitant parce que je vais vous parler de l'animation. L'animation de ce film, et bien sûr... le cœur de ce film, comment il se place dans ce contexte et dans son époque, et comment il a pu être créé, tout simplement. Alors, c'est vraiment... Père Castor va vous raconter une histoire, parce que alors là, j'ai trouvé plein d'infos, alors c'était que des trucs en anglais. C'était un peu chaud de voir la globalité et d'essayer de traduire. Bon, c'est un résumé, c'est assez compliqué, mais je vous ai fait un petit résumé. Il était une fois... un studio appelé Disney. Oui, Disney avait donc annoncé en 2004, avec l'échec cuisant de La Ferme se rebelle, que ce serait son dernier dessin animé. Bon, ça n'a pas empêché de faire Frères des ours par la suite, mais bon. Frères des ours, c'était pas foudre de guerre non plus. Hein. Donc, du fait d'échecs cuisants, à répétition, en plus avec La planète au trésor aussi qui n'a pas marché, eh bien, l'adaptation de ce conte était déjà en projet, avant la fermeture du département 2D. Voilà, ils étaient en cours et ils allaient couper l'herbe sous le pied. Mais il y a eu un truc assez incroyable, c'est que je crois bien en 2007, il me semble, en 2007 ou 2006, il y a eu l'acquisition de Pixar, donc il y a eu des personnes qui sont allées très très haut dans la hiérarchie, qui ont siégé au conseil d'administration de la compagnie, John Lasseter et Ed Catmull. Je sais pas trop qui est Ed Catmull, mais c'est sûrement un mec très important, mais John Lasseter, c'est quand même quelqu'un de vachement important chez Pixar. Je crois que c'est le cofondateur quand même, c'est pas rien. Et c'est aussi un réalisateur. Et donc très très haut placé dans la hiérarchie, eh bien ils ont renversé la décision. Des gens de chez Pixar. Ça c'est formidable. Et le mec, il a dit, je veux John Musker et Ron Clements à la réalisation, qui sont probablement les meilleurs réalisateurs pour faire un film. Et là, c'est un atout pour la production. Ce qui est très bien, c'est que Lasseter leur a donné le choix. Il leur a laissé le choix entre l'animation par ordinateur ou le dessin traditionnel. Et ça, c'est très très généreux. Alors imaginez, ces deux réals qui, ils bossaient pas tellement. Lasseter, qui quand même un peu le némésis de dessin. C'est quelqu'un qui travaille toujours pour l'animation, mais c'est l'animation qui n'est pas en dessin, qui n'est pas traditionnelle, qui n'est pas sur celluloïd. Il y a un côté va des rétro satanas, quoi. Le mec, il vient voir les meilleurs représentants du studio traditionnel pour faire un dessin animé. Et bien sûr, les mecs, ils ont dit tout de suite dessin, et donc il y a des animateurs qui ont été licenciés, qui sont revenus. Vous imaginez la joie des mecs? Mais c'est formidable! Il y a eu une effervescence dans le studio, tous très excités, et on va dire, ils devaient se refaire un peu les dents, quoi. Alors, réinstallation en 2007 amena le studio à se faire un peu, les dents, mais vraiment les dents, clairement, sur un court-métrage avec Dingo,
comment installer votre TV. Vous l'avez sur YouTube, partiellement animé sans papier, bien sûr via de nouvelles techniques, un système de tablette à pression, mais les animateurs des personnages trouvaient ça plutôt contraignant, alors ils sortirent leurs pinceaux et leurs crayons, puis ils ont scanné les dessins dans des bécanes pour le long métrage. On a eu des habitués qui sont venus en masse, par exemple Alexandre Déjà. Alors déjà vu pour des blagues assez faciles, mais c'est quelqu'un qui est vachement connu, puisque c'est le superviseur d'animation de personnages comme Roger Rabbit, Gaston, Scar ou Hercule, rien que ça. Et il a dit un truc assez intéressant: j'ai toujours pensé que nous devrions nous distinguer et revenir à ce à quoi la 2D est bonne, se concentrer sur ce que la ligne peut faire par rapport au volume, qui est l'affaire de l'image de synthèse. Un retour au passé et un retour sur les fondamentaux, sur l'origine de l'animation en quelque sorte selon lui. Il y a eu aussi Mark N qui fit un retour à un animateur de renom spécialisé dans l'animation des héroïnes. Il a notamment travaillé... il a travaillé sur Ariel, Belle, Jasmine, Mulan. Alors c'est du lourd pour La princesse et la grenouille. Inutile de vous dire, il s'occupa de notre héroïne. Lasseter reforma un petit peu à ce que j'ai lu le studio, le transformant aussi en open space, sûrement pour se caler un petit peu sur ce qu'il avait pu expérimenter avec les gens de Pixar. On a eu aussi des logiciels qui sont arrivés, qui ont été utilisés. J'ai eu des traces dans les interviews que j'ai pu trouver. Un logiciel qui s'appelle Toon Boom Harmony pour la production, comme l'avait été un petit peu le CAPS. Je vous rappelle, pour Bernard et Bianca au pays des kangourous, par exemple, je vous avais parlé du CAPS qui a été développé par Pixar pour Disney. Et bien là, il y a eu une nouvelle version, on va dire, donc le Toon Boom Harmony, un petit peu obsolète, le CAPS, faut dire. Mais donc c'est un logiciel augmenté avec des plugins pour avoir plein d'effets, vraiment comme le CAPS, pour avoir des effets d'ombre sur les visages, la fumée, enfin voilà, ce sont des trucs qui sont vachement bien. Et aussi un logiciel que beaucoup d'entre vous sûrement connaissent de nom, ou l'utilisent même, After Effects de la suite Adobe. Mais oui, After est énormément utilisé dans le domaine de l'animation, que ce soit 2D ou 3D. Les gens de Pixar utilisent After Effects parce que After Effects est extrêmement bon pour du multiplane. Je vous le rappelle, les multiplanes, c'est une idée de niveau dans le plan. Avec au premier plan, on a des buissons, au deuxième plan, on a une petite colline, et au troisième plan, on a Blanche-Neige. Bien là, on a un décor sur 3 niveaux, donc un décor sur plusieurs plans. Voilà, donc ça, c'est le multiplane. Donc, on a eu des backgrounds avec une utilisation de Photoshop, des éléments 3D construits à ce que j'ai lu sur les stations Maya, donc c'est des stations qui font de la 3D un peu comme Nuke, je crois que ça s'appelle Nuke. Nuke, c'est genre des trucs qu'ils utilisent pour Avatar, donc c'est des trucs ultra pointus, vraiment à la pointe de la technologie comme toujours chez Disney. Les animateurs, voilà, ont fait beaucoup de choses, ils ont commencé à faire aussi des grenouilles un peu réalistes. Parce que les mecs, ils ont toujours invité des animaux sur les studios pour dessiner tout ça. Là, ils ont essayé de faire des grenouilles réalistes. Mais après, ils ont trouvé que c'était pas super attrayant. Parce qu'il faut les garder adorables, ces petits amphibiens. Donc, c'est beau, mais en même temps, c'est pas terrible. Donc, il y a eu un remaniement sur la couleur. Ils ont simplifié les traits, tout simplement. Mais ça reste très très beau, la direction artistique. Vous pouvez bien vous en douter, est faite avec passion et ça se ressent, c'est très 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 beau, c'est extrêmement coloré. Ce film est vraiment énormément de couleurs, elles ressortent, elles sont très flashy. La qualité du décor, bien sûr, apporte à l'évidence beaucoup au film. C'est plutôt, je dirais, dans un style La Belle et le Clochard, datant de 1955, j'ai l'impression. Et il se trouve que ça a été confirmé parce que Lasseter considère que c'est un des piliers du style de Disney. Bon, personnellement, je trouve pas. Mais Lasseter, c'est son point de vue, c'est aussi son point de vue en tant qu'animateur. Et je suis tout à fait apte à respecter ce point de vue. C'est pour ça que je vous en parle. C'est que lui, il l'a mentionné clairement dans une interview. Donc, je souhaitais quand même vous l'indiquer. Lasseter, il n'était pas venu là, même s'il s'était fait un peu rembarrer par Disney. Il n'est pas venu là pour semer la zizanie. Pour se dire, allez, on va les pulvériser, ces Disney de merde. Tu vas voir, je vais leur fermer le studio. Non. Le mec, il est
extrêmement reconnaissant d'être maintenant dans la maison mère, plutôt que d'avoir Disney qui distribue ses films. Maintenant, il est à l'intérieur de la maison, et lui, voilà, il veut quand même, rendre hommage avec ce film, et donc donner les possibilités de rendre hommage. C'est important pour lui, et lui, il connaît très bien Disney, hein. Je dois dire en petit aparté encore une fois que j'ai vu Vice Versa, ne vous fourvoyez pas, mesdames et messieurs, c'est un repompage total d'un moyen métrage de Donald Ding, cette espèce de scientifique qui ressemble à Picsou, qui avait fait dans les années 60 des moyens métrages un peu éducatifs. Et il y en avait un justement sur la psyché humaine, où on avait dans la tête du garçon qui devient après un homme des petits personnages qui se battent pour contrôler l'humain. C'est complètement du repompage, hein. Donc Pixar sait camoufler les références de Disney. Mais à moi on me la fait pas, et encore moi j'ai eu de la chance par VHS de rencontrer ces moyens métrages et de voir aujourd'hui, parce que pensez bien que dans aucune critique que j'ai vue il mentionne ça, hein. Mais tout simplement parce que le moyen métrage c'est difficile de le trouver. Alors moi bien sûr Disney Channel à l'époque, c'était des cassettes à mon frère, les moments nostalgie, franchement c'est un des derniers Disney que je vais faire. Moi je vais prendre mon temps, hein. Si le truc il dure 1h10, ça durera 1h10, hein. Je crois que ça va vraiment durer 1h10. Mais oui, il y a aussi un manque de lisibilité pour certaines choses. Pour nous, grand public, eux, là-bas, dès que l'assetteur a accès à tout ce qu'a la compagnie, il peut regarder tous les courts-métrages, il peut regarder tous les moyens, tout ce qu'ils ont fait. Donc bien sûr, les animateurs, ils connaissent. Quand ils rentrent dans la maison mère, ils connaissent ce qu'ont fait Disney. Après, influencé ou pas influencé, ça, personne ne le sait. Mais en attendant, il y a déjà des choses qui ont été faites qui ressemblent énormément à tout ce que vous voyez chez Pixar, hein. Tout, absolument tout. Après, il faut savoir où chercher. Dans des épisodes avec les deux écureuils Tic et Tac, ou par exemple l'atelier du Père Noël, il me semble, c'est des trucs qui sont après repompés, qui sont après réutilisés pour faire des choses du style Toy Story, ou le moyen métrage dont je parlais pour Vice Versa. Donc je trouve qu'ils cachent bien leur jeu, mais c'est aussi une façon de rendre hommage. Mais faut pas penser que dans ce cas-là que le truc est original. Ça reste un hommage à la maison mère. Ce n'est pas le mec qui sort de son chapeau en mode c'est original et tout ça. Ça, je crois qu'il faut peut-être se renseigner, voir des interviews et tout ça. Mais je pense pas qu'ils veulent le dire, parce que si on s'en rend compte, on dévalue le film. Et ça, on veut toujours que Pixar ait cette aura de « Waouh, c'est vachement original. Oh là 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 ». Le film est très bien, hein. Mais faut pas penser un seul instant que le truc sort du chapeau comme ça. Non. Alors voilà, petit aparté, parce que je reviendrai pas sur Pixar comme ça, hein. Je sais pas que je veux pas, mais c'est que peut-être je ferai un truc conséquent, genre une semaine Pixar ou un truc comme ça, donc je veux pas commencer à sortir une petite critique par-ci par-là. Je voudrais trouver un beau moment en fait pour le faire, tout simplement. Ce n'est pas du dégoût ou de la répulsion envers le studio de production. Après, encore pour terminer l'aparté, moi je préfère DreamWorks par rapport à Pixar. Mais les deux studios se revendiquent complètement de Disney. Après, il y en a un qui l'avoue plus que l'autre. Bon, après ça c'est une affaire entre les différents dirigeants et ce qu'ils véhiculent à travers la presse. Pour revenir à l'assetteur, il parle de La Belle et le Clochard. Car après ce film, les Disney commencèrent à être assez stylisés, bien que leur animation baissa, à mon avis, en qualité, pas forcément, mais Wolfgang Reitermann avait une façon de dessiner, une façon de diriger l'animation qui est, je trouve, un peu plus paresseuse, où on voit le trait brouillon du trait du dessin. C'est un style, mais je n'aime pas trop ce style. Mais en fait, je comprends ce que veut dire l'assetteur, c'est que on parle là d'un film classique, c'est-à-dire une mise en scène classique. C'est plus standard en fait que les partis pris esthétiques qu'on avait par exemple dans Hercule ou dans Mulan. C'est quelque chose de beaucoup moins identifiable à une culture ou à un style particulier. La réalisation n'est pas un truc de ouf, hein. Et si elle l'est, elle cache bien son jeu. Mais ça reste toujours très élégant. Ça me fait un peu penser à Ariel, tout simplement. Ariel, la petite sirène, dans les mouvements de caméra, dans les espèces de dézoom, des choses qu'on a vues déjà. Mais c'est un langage classique, hein, de film classique, avec les gros plans, plan général sur le lieu, des choses vraiment qu'on a déjà vues.
Le film commence, alors c'est là aussi que c'est classique et que ça cite complètement Disney. Premier plan du film, hein, si je me trompe pas, premier plan du film, on commence comme dans Blanche-Neige, avec un château, avec un fondu du château sur une tour, avec une petite fenêtre qui est allumée, mais exactement comme dans plusieurs films, même maintenant que j'y pense, comme dans La Belle et la Bête, et comme dans Blanche-Neige. Référence aussi à Cendrillon dans les plans suivants, on a la femme qui raconte aux petites filles une histoire tout en raccommodant une espèce de robe, et là c'est complètement une reprise de Cendrillon au niveau du design de la robe, et là où elle tient c'est ça quoi, c'est vraiment ça. Puis après on a encore une autre référence, mais ça n'en finit pas. Dans la première séquence, bam bam bam, ça y va, hein. Avec une référence à Peter Pan avec un cadrage sur une fenêtre, mais c'est vraiment ça. C'est peut-être vraiment, mais vraiment sans déconner, le Disney le plus référencé que j'ai vu sur toute la filmographie. C'est un film qui fait le bilan esthétique. C'est l'ultime Disney. Parce que presque à chaque plan, je me disais, j'ai vu ça là, j'ai vu ça ici. Pas en mal, hein. Je dis pas que c'est un mal. C'est en même temps super stimulant pour le fan de voir, bien sûr, si le mec il connaît tout, de voir, ah ça j'ai vu ça, ici, là. Enfin, moi je me suis beaucoup amusé. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ah oui, je vais peut-être un tout petit peu parler de la musique. À la place de Menken, eh bien, Lasseter fait appel à un compositeur des Pixar, pour le coup, Randy Newman. Ce compositeur n'est pas vraiment habitué aux comédies musicales, ça s'entend, mais il s'en sort bien. Est-ce que c'est marquant? Est-ce que ça va rester dans les mémoires? Ça, c'est une autre histoire. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Je sais de toute façon que, en ce qui me concerne, comme je vous ai dit, hein, les chansons sont chantées par les héros eux-mêmes. Ce ne sont plus des clips comme ça, c'est un retour aux sources. Ça swing, mais je n'ai pas été emporté. Je ne suis pas très jazz, hein. Je n'ai rien contre, mais je ne suis pas très jazz. Peut-être un peu trop de chansons qui reprennent le système d'anciens Disney. Après, je crois aussi qu'il y a eu un problème parce que on les sent trop vite venir. En fait, non. C'est plutôt que l'arrivée des musiques me semblait forcée. Avec un enchaînement des fois de séquences chantées, mais qui ne font absolument pas avancer l'intrigue, hein. On caractérise, bien entendu, les personnages davantage, mais des fois tu te dis ah ouais, c'est pour faire passer une ellipse plus facilement. Mais en fait on voyait la fonction, on voyait trop la fonction de la musique et on se faisait plus bercer. C'est vraiment mon impression, peut-être que vous êtes complètement rentré dedans et tant mieux, mais moi j'attendais que ça passe et moi ça me gêne, tout comme le film généralement, hein. J'attendais que ça passe. Et voilà. Et moi, je souhaitais pas avoir ce genre de sensation, mais je l'ai quand même eu. Et il se trouve que j'étais pas le seul. Le film n'a pas marché. Pourquoi? Parce que la princesse elle est noire? Ou peut-être parce que le film est en 2D alors qu'on est passé en 3D? Que c'est plus tendance? Ah là 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 là. On n'en sortira jamais de ce cliché, hein. Maintenant que j'y pense, il y a eu aussi un autre problème qui n'est pas directement lié au film, mais il y a quand même un événement historique qui est passé, qui est passé, c'est le cas de le dire, un ouragan qui est passé, Katrina en 2005, je vous le rappelle, qu'il y a eu à peu près, d'après des sites de recensement que j'ai retrouvés sur les critiques américaines, 30% de la population qui est partie, et c'était après extrêmement osé de faire un film qui se passe à cet endroit, en pensant que 4 ans après l'événement, ils auraient oublié la catastrophe. Comprenez que c'est risqué comme entreprise, hein. Mais les critiques, à eux, on ne la fait pas. Ils ont aimé le film, ils ont vraiment salué le travail artistique, esthétique, colorimétrique sur le film. Oui, c'est un film qui est super bien réussi, mais pour moi, ce n'est pas un classique. Ce n'est pas très rafraîchissant. En fait, ceux qui ont vu tous les Disney, vous allez sentir que ça fait vachement vieux en fait. Les personnages manquent de charisme, je trouve. Le film ne m'a rien provoqué, mais rien, à part une nostalgie avec des plans et tout ça et des références, comme vous l'avez eu pendant toute la critique. Mais c'est une redécouverte pour le coup du style traditionnel de l'animation de Disney. Ça, c'est très très bien, mais dont une histoire n'égale pas la profondeur, la puissance et la folie émotionnelle des années 90. Qu'est-ce que je peux lui mettre en guise de note?
Je lui mettrai un 13,5 sur 20. Comme ça, après tout ce que j'ai dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ne vous inquiétez pas, ne vous formalisez pas sur cette petite note de rien du tout. Faites plutôt attention à ce que je dis dans la critique. C'est une façon de faire, ne vous inquiétez pas. Quand je refondrai surtout esthétiquement la critique, que ce soit plus seulement du diapo. Mais ça, il me faut un graphiste en fait. je ferai sauter cette note. Je trouverai un autre moyen de synthétiser en fait dans mon esprit l'impression que j'ai sur le film. Concernant La Princesse et la Grenouille, le travail d'animation est super. Le travail, c'est épatant. Hein. Franchement, vous voyez le film par rapport à des trucs en synthèse qui sont faits et tout ça. Ah mais c'est épatant ce qu'ils ont fait. C'est fluide à mort. Et on capte des ambiances, des références au travail de Don Bluth aussi. Alors j'appelle Don Bluth parce que ça fait la blatte et tout ça, mais normalement c'est Don Bluth, je crois que ça se dit, mais moi je trouve Don Bluth comme ça parce que le T je le prononce. Alors normalement on devrait pas, hein, mais bon voilà, c'est comme ça, mesdames et messieurs, je suis désolé. Mais oui, donc Anastasia a peut-être influencé éventuellement. Je trouvais qu'il y avait dans certains plans, façon de faire, façon de filmer, qu'il y avait un lien. Mais peut-être qu'il y a des animateurs en termes de décor qui étaient venus du film Anastasia, puisque la Fox, ils ont pas fait grand-chose après, ils ont fait, je crois qu'ils ont fait l'autre film du réal, comment ça s'appelait, Titan à eux, qui je trouve super intéressant quand on le remet en perspective avec La planète au trésor. J'ai beaucoup aimé Titan à eux. Il y a plein de trucs qui vont pas. Tout ce qui est un peu 3D là avec les aliens, c'est moche. Mais c'est moche, ça a ultra mal vieilli. Mais je trouve l'histoire est très très bien. Ça aurait pu être encore plus épique, je trouve, mais il y a vraiment de super idées. Le mec, il a essayé de faire un machin. C'est vachement impressionnant ce qu'il a essayé de faire. Mais je trouve que ça rate un petit peu par plein d'aspects, mais je trouve l'histoire est vraiment vachement bien. Voilà, encore une petite aparté. Bah dis donc, c'est la critique des apartés, hein, et ce sont des apartés que je vais pas enlever parce que c'est la dernière, enfin c'est presque la dernière, c'est l'avant-dernière en fait, mais c'est un peu la dernière aussi parce que Winnie, ça va être, je pense que Winnie ça va être très rapide, hein, mais ça c'est la dernière, donc il faut le truc épique. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais j'avais quand même 7 pages de notes, hein, donc voilà. Alors j'ai presque terminé la critique, je vais terminer sur quelques points puisque c'est presque la fin, mesdames et messieurs. Alors, on va terminer sur quelques points que j'ai retrouvés dans des critiques qui sont cette fois-ci françaises. Ce film, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce qu'il ouvre une sorte de renaissance pour le studio, qui allait après bien sûr s'orienter vers de l'animation en synthèse plus régulièrement. Donc le studio même de Disney, là je parle pas de Pixar. Donc une sorte de renaissance avec ce projet, une envie de raconter de nouveau des histoires. Mais ça signe aussi la pierre tombale de l'animation dessin. Alors c'est difficile de le porter vraiment dans son cœur, ce film. Et avec La Princesse et la Grenouille, ils ne sortiront pas par la grande porte. Ce n'est pas le grand final qu'on pouvait attendre du studio avant qu'il ne tire sa révérence concernant cet art-là. D'autant plus que le dernier long métrage de dessin, c'était Winnie, qui est passé complètement sous silence. Je reviendrai bientôt, bien entendu, sur Winnie l'ourson, mais alors là, celui-ci, ce n'est pas le climax qu'on attendait, hein. C'est une belle déception. Comme j'avais lu, oui, vraiment. Disney a changé et les derniers films que la maison a laissés ne sont pas forcément les plus réussis. On sent bien qu'ils n'ont plus le feu sacré. Ce film, quand on le compare avec les grands classiques du studio, il se fait battre à plate couture. On retrouve en fait de manière atténuée ce qui faisait le charme de l'animation de Disney à la belle époque. Un poil d'ambition et de folie en moins. Je terminerai sur 2 questions que j'avais relevées dans un texte qui sont des questions importantes parce que ce sont les questions pour l'avenir de l'animation et pour l'avenir du studio. La Walt Disney Company peut-elle durablement conserver en son sein 2 labels faisant la même chose et sortant à tour de rôle leur propre œuvre 3D au point de créer une nuance définitivement incompréhensible pour le grand public, ou doit-elle fatalement se résoudre, du moins au cinéma, à faire coexister à jamais les œuvres Disney-Pixar ? C'est la première interrogation, et ça c'est vrai qu'il y a des fois une confusion totale entre ce que sort le studio Pixar et ce que sort le studio Disney en termes de films d'animation 3D. Et la deuxième question, est-il concevable que la firme de Mickey ferme ses studios historiques sans mettre en danger l'équilibre de toute la compagnie ? Je termine avec des pistes ouvertes pour le débat, si vous avez envie d'en discuter. Si vous avez envie
de revenir sur tout ce que j'ai dit, sachant que ça va être vraiment parmi les dernières vidéos. Voilà, j'ai presque terminé. J'allais dire j'ai terminé, mais en fait non, pas totalement encore, parce qu'il reste encore quelques vidéos. Je crois que c'est nécessaire aussi un moment de libérer la parole et aussi de me laisser guider un petit peu par le texte et de faire des apartés, comme plein de fois dans cette vidéo. Ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler aussi, de La Princesse et la Grenouille, parce que je l'ai vu dans le cadre du cycle. Je ne l'avais jamais vu avant, donc moi j'ai bien aimé revenir sur ce film-là. J'attends vos retours en conséquence. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du film, s'il y a des choses dans la critique avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Sans venir m'insulter, parce que ne pensez pas un seul instant que votre commentaire restera dans la liste des commentaires sous ma vidéo. Non, parce que moi, à un moment, il faut serrer la vis, hein, parce que sinon, ça ne va plus. Je vous remercie vraiment de suivre cette grande rétrospective Disney. On n'est plus très loin de la fin. Et voilà, de me suivre, ça me fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'essaye toujours de vous proposer un contenu d'enfer. Et là, vu tout ce qui va se passer à la fin de l'année, il y aura pas mal de choses. Je pense que ça va être assez fourni en qualité et je crois même en quantité. J'espère aussi que la semaine robot vous aura plu. Je me décarcasse vraiment pour que le contenu soit intéressant. Ce n'est pas facile certaines fois, ça me prend aussi beaucoup de temps. Tant que je prends sur... dès que je bosse pas, je bosse sur ça, voilà. Oh là là, non mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps pour cette critique, hein. Mais voilà, il faut aussi faire les choses correctement, parce qu'après on s'en mord les doigts. Et on se dit, si j'avais pu, j'aurais pu faire un nouveau truc et tout ça. Non. Donc voilà, je vais vraiment terminer cet enregistrement là, parce que là ça m'a plu. Vraiment, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!